podcast Binge Audio. Salut chers auditeurs, c'est Camille Test. Depuis les débuts d'Encore Heureux, nous avons à maintes occasions montré que la santé mentale n'est pas juste une question individuelle, touchant par exemple à la génétique ou à l'hygiène de vie. C'est aussi, et je dirais même surtout, une question collective. Ainsi, il est impossible de dissocier l'état de notre santé mentale de la façon dont la société est organisée. Par exemple, le système capitaliste, à travers ses injonctions à l'hyperproductivité ou à la réussite sociale, nous épuise, nous isole, écorche notre estime de nous-mêmes ou encore nos liens sociaux, ce qui souvent se traduit par davantage de mal-être. De même, en fonction de la place sociale que nous occupons, notre santé mentale n'est pas affectée de la même manière. Ça peut être une question de genre, ça peut être une question de classe sociale. Une étude de 2020 suggère par exemple que les personnes précaires ont entre 1,5 et 3 fois plus de risques de souffrir d'anxiété ou de dépression que les personnes les plus aisées. Mais ça peut aussi être une question de race, au sens social du terme. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. En France, nous vivons dans un pays qui a une histoire coloniale, raciste et impérialiste, dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. Un pays où, malgré leur interdiction, les discriminations frappent quotidiennement les personnes racisées. Un pays où, si on vous dit bien à l'école que le racisme, c'est mal, dans les faits, le racisme existe à tous les niveaux, des médias au travail, de la médecine aux relations intimes, et même jusque dans nos lois, sans que rien ou très peu de choses ne soit fait pour endiguer cela. Dans le monde, là où les statistiques ethno-raciales sont autorisées, les effets du racisme sur la santé mentale et physique des personnes concernées se mesurent très bien. Et si, pour des raisons légales, on dispose de peu de données sur le sujet en France, difficile d'imaginer qu'il en soit autrement ici. Alors dans cet épisode, je voudrais qu'on essaie de comprendre comment le fait de vivre dans une société raciste impacte la santé mentale des personnes racisées. Est-ce qu'il existe des solutions pour échapper quelque peu au rouleau compresseur du racisme et prendre soin de soi malgré tout? Et est-ce que les personnes blanches, comme moi, ont un rôle à jouer sur cette question? Pour en discuter, j'ai convié 2 femmes pour lesquelles j'ai une grande admiration et grâce à qui j'ai beaucoup appris sur ces sujets, Laurène Safou et Estelle Depris. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Estelle, tu es conférencière, formatrice et créatrice du compte Instagram Semblant de Rien. À ma connaissance, c'est l'un des comptes francophones les plus populaires sur les questions antiracistes. Tu fais beaucoup de pédagogie, tu es suivie par à peu près 100 000 personnes. Est-ce que tu peux nous raconter en 2 mots ce qui t'a poussé à créer, à alimenter ce compte ? Alors, de base, Semblant de Rien, c'est un mémoire médiatique. Donc, ça a commencé sur les bancs de mon école en communication. Et en fait, on devait réaliser un média qui traiterait d'une cause sociale qu'on aurait choisie. Donc, moi, j'ai fait des études en communication avec une spécialisation en éducation populaire. Et donc, on avait choisi le sujet du racisme. Mais le problème, c'est que dans notre classe, nous étions que 2 femmes racisées et une femme blanche à s'intéresser à ce sujet sur 60 élèves. Donc, on a dû un peu batailler pour juste essayer d'aborder la question du racisme. Et on s'est rendu compte qu'en fait, même si c'était un public blanc, plutôt avec une philosophie de gauche, c'était assez compliqué d'aborder les questions raciales. Beaucoup de personnes détournaient le regard ou répondaient avec un certain mépris. Bref, elles faisaient semblant de rien, d'où le nom de notre média. Ensuite, nous avons réalisé un podcast et il était important pour moi d'avoir accès à de l'éducation continue. Donc, j'ai pris la décision de créer une page Instagram où on retrouverait la vulgarisation de concepts relatifs aux questions raciales, car j'ai fait des études, j'ai eu le privilège de faire des études supérieures qui étaient dirigées vers des questions qui pour moi me portaient à cœur, et pourtant le racisme n'a jamais été une question. Donc moi je viens de Belgique, la Belgique est un pays colonial, voire génocidaire, et pourtant je n'ai eu aucun cours sur la colonisation, ni sur l'impact de cette histoire agissante dans notre société. Donc, il était important, en fait, pour moi, de reprendre un peu du pouvoir sur mon histoire et de créer, en fait, ce contenu que j'aurais voulu avoir pour pouvoir me former sur les questions raciales. Donc, c'est de là que vient Semblant de Rien. Et dans le prolongement de ce compte, tu vas sortir un livre très attendu qui va s'appeler Mécanique du privilège blanc, qui va sortir chez Binge Audio Édition à l'automne 2024. Pourquoi ce livre ? En fait, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que quand George Floyd a été tué par la police le 25 mai 2020, j'ai reçu énormément de messages sur mon compte Instagram.
Quand je dis énormément, c'est énormément. Parce que j'avais déjà une belle communauté sur les réseaux sociaux. Mais ce jour-là, il y a eu un afflux massif, notamment de personnes blanches qui voulaient absolument s'instruire, s'éduquer sur les questions raciales. Donc je vous avoue que ça a été assez compliqué pour moi parce que comme beaucoup de personnes racisées, j'étais complètement sur le traumatisme de ce qui s'était passé. Mais il y a un message qui a un peu tout changé d'une jeune fille qui m'a dit qu'elle venait sincèrement de se rendre compte de l'ampleur globale du racisme systémique et qui m'a demandé qu'est-ce que je peux faire avec mes privilèges blancs. Et en fait, je me suis dit, si des personnes ont besoin d'avoir accès à du savoir, à des recherches vulgarisées sur les questions raciales, qu'elles ont besoin de comprendre quelle est leur légitimité, leur place dans la lutte antiraciste, il était nécessaire de créer un outil pédagogique qui permettrait de répondre à ces questions. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision d'écrire un guide pédagogique antiraciste qui permettrait à toute personne, notamment les personnes blanches, à se confronter à leurs privilèges, à la blanchité et surtout pour qu'elles puissent prendre une part active dans l'éducation antiraciste. Donc, au travers de ce guide, j'explique des questions relatives aux questions raciales. Je propose aussi des témoignages, tout ça avec des faits d'actualité, pour vraiment faire en sorte que chacun ait une boîte à outils de base pour pouvoir lutter contre le racisme. Alors on va y revenir, mais avant je voudrais te présenter Laurence Afou. Depuis plus de 10 ans, tu abordes sur ton blog mrsrose.fr des questions relatives à l'afroféminisme. Si tu veux bien préciser en 2 mots ce que c'est pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Oui, donc l'afroféminisme, c'est un mouvement de lutte qui se concentre sur les discriminations que les femmes noires subissent, c'est-à-dire la corrélation qu'elles peuvent subir, que ce soit le racisme, la misogynie, le mépris de classe, plus. Donc ça peut s'ajouter à ça, bien sûr, l'islamophobie. Donc toutes les expériences de minorisation qu'elles peuvent subir. Et c'est un mouvement qui a une histoire en France, puisque je pense aussi que c'est important de le préciser quand on pense que tout a été importé des États-Unis. Ce n'est pas le cas. Il y a toujours eu des femmes noires en France. Et donc oui, c'est notamment un mouvement qui a connu en tout cas une grande visibilité en 2013 grâce aux réseaux sociaux. Donc avec une nouvelle vague d'afroféminisme en France. Tu es également autrice, très prolifique, puisque tu as écrit de nombreux livres. En plusieurs années, tu as écrit des albums jeunesse, comme 1 million de papillons noirs, qui a été publié en 2018 aux éditions Cambourakis, qui a rencontré un succès immense. La trilogie afrodystopique destinée aux jeunes adultes, Nos jours brûlés, publiée chez Albin Michel. Et 2 romans graphiques, Amour croisé et Quand vient l'été, aux éditions Marabout. On a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble. Tu écris énormément, beaucoup, tout le temps. Est-ce que tu fais partie de ces autrices qui écrivent pour aller mieux ou plutôt aux dépens de ta santé mentale? Ah, la question 1 million. Je pense en fait déjà que mon écriture a commencé avec moi, c'est-à-dire avec ce besoin d'avoir des histoires déjà avec des personnages qui me ressemblent. C'est-à-dire que, c'est l'exemple que je donne à chaque fois, mais quand j'étais petite, j'avais 8 ans et donc j'étais en CE2 et notre professeur a demandé à la classe que tout le monde aille chercher dans la bibliothèque de l'école un livre avec un personnage qui lui ressemble, un personnage principal. Donc toute ma classe y va. Et donc je vois mes camarades blancs repartir avec des tonnes de livres, des tonnes. Et moi je reste derrière et je ne trouve pas, donc c'était les années 90, mais je ne trouve pas de livre avec une petite fille noire qui soit juste personnage principal. Et donc je crois que je suis repartie avec un exemplaire de Tonton et Nana parce qu'il y avait le meilleur ami noir, Rémi. Et c'était ce qui avait le plus proche de moi à l'époque, en fait. Et donc, face à cette expérience-là, j'ai commencé à écrire comme ça, donc pour avoir finalement une fiction qui me parle. Mais donc, il y avait, je pense, pour la petite fille que j'étais, du plaisir. Et ça aussi, je pense que c'est important de le rappeler. Donc, c'était écrire pour avoir des imaginaires qui me parlent, mais aussi des imaginaires qui représentent ce que je voyais. Ma mère, mon père, mes frères et sœurs, ou même juste les autres personnes noires qu'il y avait dans mon entourage. Donc, je sais pas si c'est... Je pense qu'il y a clairement une pratique de soin, mais je pense aussi qu'il y a une pratique aussi du rêve de création et du plaisir. On va en parler du plaisir, de la création et du soin tout à l'heure, ensemble, Laura et Estelle. On va se demander si c'est possible d'aller bien dans un monde raciste. Et chers auditeurs, je vous assure que qui que vous soyez, notamment sur le plan racial, ça vous concerne. Pour commencer, je voudrais te citer, Laura, quand on a préparé cet entretien, tu m'as dit « On est dans un pays où, si ça se trouve, la personne à côté de moi dans le bus, elle a participé à la cagnotte pour le policier qui a tué Naël Merzouk ».
Donc je le rappelle, Nahel Merzouk, c'est un adolescent franco-algérien de 17 ans qui a été tué le 27 juin 2023 à bout portant par un policier, Florian M, lors d'un contrôle routier à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Et la cagnotte dont on parle, elle a été lancée par le polémiste d'extrême droite Jean Messia, ancien porte-parole d'Éric Zemmour, sur la plateforme GoFundMe. Et en 5 jours, elle récolte plus de 1,6 million d'euros donnés par 85 000 donatrices à la famille du policier. Dans un monde idéal, tout le monde comprendrait l'incroyable violence que ça peut représenter, mais on n'est pas dans un monde idéal. Donc Laura, est-ce que tu veux bien expliquer à la fois ce que ça fait d'assister au meurtre de ce jeune homme et de savoir que 85 000 personnes ont donné de l'argent pour son meurtrier? C'est intéressant parce que, comme tu le dis, se retrouver à l'expliquer, c'est quand même déjà assez surréaliste. Mais que ce soit la mort de Nahel ou la mort de George Floyd, ou la mort, faut comprendre aussi que les violences policières, elles sont pas inédites pour nous. Donc on assiste de manière perpétuelle, quel que soit le pays, à une mise à mort en fait de personnes à cause de leur couleur de peau, qu'il y a une criminalisation en plus après de ces personnes une fois qu'elles sont mortes, donc elles ne sont jamais reconnues comme victimes par soit le gouvernement ou l'opinion publique, qu'il y a après ensuite cette couverture médiatique qui ne rendra jamais justice, qui ne rendra jamais dignité à ces victimes-là, et donc on assiste ça de manière répétée, encore et encore et encore. Et là, je pense que ce que la cagnotte a cristallisé autour de Nahel, c'est qu'on a 85 000 personnes. J'espère que vraiment les gens vont prendre conscience, parce que 85 000 personnes qui, pendant qu'il y a des familles en fait qui dénoncent en fait des victimes de violences policières et à qui on répond il faut s'en remettre à la justice, là on a ces personnes qui ont décidé de donner de l'argent avant même qu'il y ait la réponse de cette justice, quel que soit le résultat. Mais je veux dire, il y avait vraiment cette espèce de compensation d'un acte criminel porté par ce policier sur un jeune de 17 ans. Et on pourrait aussi aborder aussi la criminalisation d'un enfant de 17 ans, puisque voilà, ce n'était plus un enfant, c'était un délinquant, il n'avait pas droit à l'erreur ou que sais-je. Mais en fait, on assiste en fait à une déshumanisation en direct, et en plus on a des images en boucle qui reviennent non-stop, et ça, c'est à chaque fois, en fait. Alors, il y a énormément de personnes racisées qui ont témoigné de la violence extrême, que ça a été même psychologiquement. Estelle, est-ce qu'on peut parler ici d'une sorte de réactivation d'un trauma racial continu? Est-ce que tu veux bien aussi expliquer ce que c'est le trauma racial? Alors, j'aimerais juste revenir un instant sur ce que Laura a dit. En fait, pour moi, ce qui s'est passé avec la cagnotte, c'était une forme nouvelle de lynchage. Parce que les lynchages, dans l'histoire aux États-Unis, c'était fait pour remettre une espèce d'ordre judiciaire extrajudiciaire. Donc, c'est des foules qui se retrouvent ensemble pour se faire justice elles-mêmes. Là, ce qui s'est passé avec la cagnotte de Nahel, c'est exactement la même chose. Même si c'était au niveau digital, énormément de personnes racistes, avec des idées racistes, se sont retrouvées ensemble pour mettre une espèce de sentence supplémentaire et se faire justice eux-mêmes en donnant de l'argent à ce policier raciste. Sinon, est-ce que c'est une réactivation du trauma? Je dirais oui et non, parce que le trauma, en fait, n'est jamais désactivé. Donc, parler de réactivation, ça me semble un peu étrange. On va dire que c'est un point qui a permis de le visibiliser, qui a permis peut-être à des personnes de se faire plus entendre. Mais ce trauma, en fait, il est constant. Si on parle des jeunes qui se font harceler par la police, que ça soit dans les quartiers dits défavorisés ou pauvres de Bruxelles ou en France, on est sur des jeunes qui sont constamment harcelés par la police. Mais maintenant, je vais définir brièvement c'est quoi le traumatisme racial. Alors en fait, depuis les années 80, surtout aux États-Unis, on commence à s'interroger dans la psychologie clinique à l'impact psychologique du racisme. Donc pour faire court, le traumatisme racial, c'est une forme de stress post-traumatique qui est causée par une exposition cumulative à des faits de racisme. Donc ça peut être simplement le fait de subir de façon constante et incessante des brimades, des micro-agressions, jusqu'à un moment où on s'adapte. On va dire qu'une personne racisée peut s'adapter pendant un certain temps. Puis après, il peut avoir un événement comme par exemple le meurtre de Nahel. Et là, alors, la personne peut arriver à un état de saturation. Et là, on rentre dans le stress post-traumatique. Mais en fait, le traumatisme racial, sa particularité, c'est qu'il est historique. On va dire qu'il y a déjà une base traumatique qui est là par l'histoire
familiale, par ce que nos parents ont vécu, l'histoire que l'on porte en soi, etc., qui n'est une histoire et une mémoire qui n'est pas facilement dite. C'est pas une histoire dont on parle facilement, dont on a accès à la mémoire, parce qu'on sait que l'enjeu autour de la mémoire par rapport à l'histoire coloniale, etc., même pour les personnes racisées aujourd'hui dans notre société, aborder l'histoire coloniale, aborder l'histoire de nos parents, c'est déjà compliqué, donc c'est déjà une forme de traumatisme en soi, de voir que l'histoire qui façonne le monde moderne tel qu'il est aujourd'hui n'est pas digne d'être enseignée à l'école. Donc, par exemple, en Belgique, comme j'ai dit, j'ai pas eu de cours sur l'histoire coloniale, je l'ai découverte seule, ce qui a été traumatique parce que je n'ai pas été accompagnée par des éducateurs. Enfin bref, tout ça pour dire qu'en fait, le traumatisme racial, c'est vraiment la façon dont le corps, le psychisme, réagit par rapport à des faits de racisme. Et le traumatisme racial, sa particularité aussi, c'est qu'en fait, il y a un aspect indirect. Donc, le simple fait d'être témoin de mauvais traitements, que ce soit par le biais de médias ou par le biais de témoignages, que ce soit dans notre cercle proche ou non, a la capacité de déclencher un traumatisme. Par exemple, quand George Floyd a été assassiné, j'ai reçu beaucoup de messages de la part de personnes qui m'ont parlé de la façon dont le traumatisme avait commencé à parler à travers elle. Il y a une maman qui, par exemple, s'est rasé les cheveux, qui m'a dit quand George Floyd a été assassiné, ça m'a brisé, et elle s'est rasé les cheveux, elle n'a pas laissé ses enfants sortir de chez elle pendant 2 semaines. Pourtant, George Floyd ne faisait pas partie de sa famille, mais elle a vécu le deuil comme si elle portait le deuil d'un membre de sa famille. Et en fait, ça prouve bien que le racisme, c'est pas une expérience individuelle, c'est une expérience de masse. Donc, quand les personnes racisées voient des mauvais traitements qui sont portés sur elles, que ça se poursuit dans un continuum historique et qu'en plus de ça, on ne peut pas parler de ces sujets à cause d'une omerta par rapport aux questions raciales dans notre société, en fait, là, on a tous les ingrédients pour faire en sorte que les personnes racisées soient dans une très grande difficulté au niveau du psychisme aussi. Et du coup aussi, pour revenir aussi encore une fois sur la cagnotte, c'est une cagnotte, comme tu dis, qui a amassé une quantité d'argent assez extraordinaire, en fait, qui sort vraiment de ce que l'on voit. Et en parallèle de ça, on a toutes les cagnottes de familles endeuillées qui n'ont rien et à qui on reproche de vouloir monétiser la mort des victimes. Donc en fait aussi, je pense qu'il faut vraiment aussi parler de ce contraste. Il faut parler aussi de quand je parlais justement est-ce que tu sais pas si la personne en face de toi dans le métro a participé à cette cagnotte, la proximité à la violence, elle est là. Elle est dans l'extension en fait de ces violences à laquelle on assiste. Ce n'est pas juste la vidéo qu'on a vue sur Twitter, ce n'est pas juste cet article de presse, elle est dans notre espace collectif en fait. Alors, le stress, la peur, l'angoisse vécue face à la mort et aux brutalités dont sont victimes d'autres personnes racisées que soi, on entend aussi parfois le terme de racisme vicariant ou stress vicariant. Et Douce Dibondo, par exemple, qui en parle dans son ouvrage « La charge raciale, vertige d'un silence écrasant », sorti chez Fayard en 2024, dit que non seulement ça a un coût mental très fort, mais ça implique aussi tout un tas de conséquences physiques. Par exemple, les personnes noires ont plus de risques de faire des crises cardiaques jeunes, des fausses couches, de développer des maladies chroniques. Douce Dibondo, encore une fois, elle parle de... Erika Garner, la sœur d'Eric Garner, qui était un homme afro-américain qui a été tué par un policier aux États-Unis en 2014 et qui s'est lancé dans un combat pour la justice. Et en fait, elle est décédée d'une crise cardiaque 3 ans plus tard. Et on en a parlé un petit peu, Laura, en préparant cet entretien, puisque tu me disais, bah oui, en fait, il y a tout un tas d'activistes aussi afro-américains, afro-américaines qui sont morts jeunes, sans doute aussi du fait de ce contexte-là. Oui, complètement. C'est-à-dire que j'ai été marquée récemment par l'interview de Alice Walker, donc grande autrice et activiste afro-américaine, qui expliquait que elle a fait une crise cardiaque peu de temps après avoir décidé de partir en Palestine. Et en fait, quand on met bout à bout, que ce soit le cancer de Audre Lorde, que ce soit le cancer de James Baldwin, que ce soit le cancer de Frantz Fanon, on ne peut pas parler de hasard. Et on en parlait du coup en préparant aussi cette émission. Il y a une question aussi il y a une question sanitaire en fait derrière le racisme, derrière l'impact qu'il a sur nos corps. Or, on est dans une société raciste qui va nous dire que c'est dans notre tête. Et que c'est une histoire de personnes individuelles, voilà, il y a juste cette personne-là, comme un cas isolé, et pas comme une violence systémique organisée qui nous attend aussi sur la durée. Au point que, quand il y a eu même le décès de Maryse Condé, je me suis dit, mais en fait, au moins, elle est décédée âgée. Et il y en a très peu. Et j'ai essayé de compter, du coup, le nombre de personnes noires activistes qui sont mortes âgées. Il y en a très peu, en fait.
Oui, Estelle, tu dis le racisme, c'est aussi un problème de santé publique, en fait. Alors oui, en fait, ça, on le dit depuis très longtemps. Chester Pierce, qui est un médecin, un psychiatre afro-américain, qui a défini le terme de microagression dans les années 70, le disait déjà dans son article fondateur où il définit ça pour la première fois. Donc en fait, ça fait déjà longtemps que les experts tirent la sonnette d'alarme par rapport à l'impact des discriminations systémiques sur la santé mentale des personnes qui en sont entravées. Par exemple, en fait, ce qui pose vraiment problème là-dedans, c'est le stress. C'est le cortisol, parce que le cortisol est à la source d'énormément de comorbidités. Et quand on part déjà avec un bagage génétique, parce qu'il a également été prouvé que le fait de subir des traumatismes, que ça soit une génération ou deux, ça marque les gènes. Ils ont prouvé que les télomères étaient plus fragiles chez les personnes noires dont les parents avaient subi l'esclavage aux États-Unis. Et du coup, en fait, à cause de ces problèmes de cortisol, en fait, on a, par exemple, aux États-Unis, 25% plus de risques de mourir de maladies cardiaques. 30% plus de risques pour les hommes de mourir d'hypertension, pour les femmes 60% plus de risques de mourir en raison de problèmes d'hypertension. Les statistiques comme ça aux États-Unis, on en a beaucoup. Et du coup, là, c'est un des enjeux en fait pour bien démontrer que le racisme est une affaire de santé publique. Il faudrait déjà qu'on permette à nos États de faire des études statistiques qui permettraient en fait de visibiliser l'impact du racisme sur notre santé. Parce que sinon, on va encore nous dire oui, vous importez des problèmes des États-Unis, etc. Mais en fait, nos États ne sont pas exempts de racisme ou de suprématie blanche. Les effets se font également sentir ici. Donc, pour que ça soit reconnu comme une affaire de santé publique, il est temps en fait que les autorités compétentes prennent en importance en fait l'impact des discriminations sur la santé mentale, parce que là je parle de race, mais on pourrait très bien parler aussi de ce qui pèse sur la santé mentale des jeunes LGBTQIA+ ou des femmes. En fait, il est temps de se dire que ces problèmes-là sont systémiques et qu'il faut donc une réponse systémique et pas tout faire peser sur l'individu, et vraiment que l'État se charge de prendre ces questions en importance. Il est temps. Sachant qu'en plus même l'accès finalement aussi à cette santé publique, on va aussi subir le fait d'être criminalisé quand on va vouloir demander de l'aide. C'est-à-dire que ce soit le syndrome méditerranéen, que ce soit le fait d'être une femme noire enceinte et de savoir qu'on va peut-être avoir une césarienne de force sans notre consentement. Donc notre accès à la santé, le fait de pouvoir projeter ou même demander de l'aide est conditionné par cette société raciste. Alors on va y revenir sur ça dans un instant, parce qu'on parlera de thérapie, justement, de la question de l'accès à la thérapie. Avant ça, deux choses. Une chose, tu as parlé, Estelle, de microagression, et je voudrais simplement renvoyer nos auditeuristes vers un épisode qui avait été fait d'un podcast qui s'appelle Self-Care ta mère de Judith Duportail, qui était une discussion avec Yaocha d'Almeida, qui a écrit un livre qui s'appelle Impact des microagressions et de la discrimination raciale sur la santé mentale des personnes racisées, qui traite vraiment spécifiquement de cette question-là. Et avant ça, je voudrais aussi vous posez la question d'un terme qu'on entend de plus en plus, qui est la question de la charge raciale. Est-ce que vous pouvez parler de la charge raciale et de son lien avec la santé mentale ? La charge raciale, en fait, en fait, c'est la charge adaptative. En fait, comme Douzdi Mbogo le dit très bien, en fait, nous, les personnes racisées, on va toujours prendre un temps pour s'adapter par crainte du stéréotype raciste. Donc, par exemple, tout bêtement, si je veux visiter un logement, je vais réfléchir à 2 fois à comment je vais coiffer mes cheveux. Par exemple, si je dois présenter ce que je fais dans la vie, en disant éducatrice antiraciste qui parle des privilèges blancs, je vous assure que c'est pas toujours évident. Là, je vais déjà réfléchir à la façon dont je vais poser ma voix, etc. En fait, c'est toutes ces choses que je mets en place dans ma vie de tous les jours pour éviter de subir encore plus de racisme, pour pas que mon identité soit vue comme quelque chose de problématique. Et en fait, cette charge-là, on la perfectionne depuis l'enfance pour se protéger en fait des agressions racistes, et c'est un vrai coup sur la santé mentale. Oui, sachant qu'en plus, cette charge raciale, en fait, ça implique une hypervigilance constante. Donc, en fait, on est aussi dans une adaptation qui devient finalement des réflexes, et qu'on peut pas vraiment désapprendre aussi, et qui nous force, du coup, d'être dans une approche aussi de survie pour des situations qui sont perçues comme quotidiennes, mais qui pour nous en fait demandent aussi que ce soit, comme tu le dis, dans le cadre du travail, ou même dans le choix par exemple de où je vais en vacances en tant que personne noire, etc. C'est une veille constante de la violence raciste que l'on peut subir.
Oui, parce que tu peux pas, même quand tu prends conscience de ces concepts, de ces logiques, quand tu te rends compte que depuis toujours tu es dans un état d'hypervigilance que ne vivent pas, par exemple, tes amis blancs et blanches, mais en fait, tu peux pas dire ok, j'arrête. En fait, ça continue. Tu ne peux pas vraiment arrêter. Ça continue, ou alors en fait, ça te confronte aussi à qu'est-ce que tu fais justement quand tu ne fais pas ça. Est-ce que ça veut dire que tu acceptes cette vulnérabilité et du coup la peur qui va avec, l'angoisse qui va avec? Est-ce que tu acceptes de faire confiance aussi à ton entourage, mais sachant que le racisme ne s'annonce pas, donc il peut te tomber dessus à tout moment. C'est vraiment revenir aussi à un choix de dans quel lieu, dans quelle situation, dans quel contexte je vais m'enlever cette charge-là. Et donc, dans quel collectif aussi, je vais m'enlever cette charge-là. Mais on ne peut pas désapprendre quelque chose qui, finalement, nous a assuré une certaine sécurité depuis l'enfance. Il y a encore, je pense, 1000 choses à dire sur le pourquoi, en fait, du poids du racisme sur la santé mentale. Et je vous renverrai aussi à un épisode qui avait été fait dans le podcast Kif Taras de Rokhaya Diallo et Grace Lee, qui s'appelle Le coût mental du racisme, qui va assez loin dans ses explications. Je voudrais qu'on avance un peu pour aller du côté des solutions. Est-ce que pour vous, s'engager dans un combat, une lutte antiraciste, par exemple, ça suffit pour aller mieux? Parce qu'on a souvent tendance à dire, notamment on entend des militantes dire, bah voilà, moi depuis que je lutte, ça va mieux. Est-ce que ça suffit? Alors, comment dire? On va dire que le militantisme, là je parlais vraiment à un niveau personnel, moi m'a permis de reprendre du pouvoir sur quelque chose dont on m'avait amputé. C'est-à-dire avoir accès à mon histoire, avoir accès à la mémoire, avoir accès à des explications qui m'expliquent en fait ce qui m'arrive dans ma vie de tous les jours. Et ça a un apprentissage que j'ai fait assez tard, on va dire vers 25 ans. Et j'ai trouvé du soutien de par ma communauté, de par l'amour des luttes partagées aussi, le bien qu'on peut se faire ensemble. Mais j'avoue qu'en travaillant cette émission et en écoutant ce que Laura a dit sur le coût physique du militantisme, c'est une réponse auquel je n'ai pas vraiment de question. On va dire que moi, je trouve une forme de libération, à savoir si c'est viable au niveau du physique et du psychique à vie, ça je ne sais pas. En toute sincérité. Moi, je pense que c'est de la même manière que l'on a une hypervigilance par rapport aux violences racistes que l'on peut subir. Il y a un peu cette hypervigilance à qu'est-ce qu'on met en place justement pour tenir sur la distance. C'est ce que je disais à Estelle juste avant l'émission. J'ai été marquée par cet échange entre Toni Morrison et James Baldwin. Donc Toni Morrison, grande autrice afro-américaine, qui va voir James Baldwin en lui disant mais face à toutes les violences et les discriminations que je subis à la sortie de mes livres, je sais pas si je vais continuer. Et James Baldwin lui répond en fait, ce qui fait qu'un grand auteur noir, c'est pas son talent, c'est l'endurance. Et je trouve cette phrase tellement dure, mais en même temps tellement vraie, parce que c'est vraiment ça, c'est comment on tient sur le temps. Et je pense que c'est la même chose pour les luttes, c'est-à-dire, tout comme Estelle, je pense qu'il y a vraiment eu, en tout cas pour moi, l'afroféminisme, ça a été un espace d'empouvoirment, aussi de validation, c'est-à-dire face à une société raciste qui vous dit que les violences que vous subissez sont dans votre tête, ou que vous exagérez, etc. On a un espace où on est entendu, où on est vu aussi, où on est aussi perçu à la fois avec nos douleurs et aussi nos envies de créer autre chose. Avec aussi des possibilités de s'organiser, en fait, des mobilisations, donc aussi de penser un futur. Et penser un futur, c'est énorme quand vous êtes face à des imaginaires blancs qui ne pensent pas le futur, surtout avec vous dedans, enfin surtout avec nous dedans, où en fait justement voilà comment en fait on se sert aussi de ces luttes pour que ce soit des pulsions de vie. Je crois vraiment à ça, et du coup je pense aussi que c'est ça aussi qui nous fait tenir, c'est qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui avec la même rigueur pour tenir sur le long terme. Oui, parce qu'en même temps, tu dis, il y a ça, et il y a la nécessité de reconnaître qu'en fait, on est fatigué, non seulement ça, mais qu'on a le droit au repos. Ouais, complètement, parce que je pense aussi le fait qu'on a eu des traductions assez tardives de toute cette littérature anglophone, justement sur le repos, sur le soin, etc. Je pense que ça dit beaucoup. Pas seulement parce qu'on est dans une société évidemment capitaliste, voilà, avec tous les mots istes que l'on a cités depuis tout à l'heure, mais aussi parce que il y a une idée de ouais, mais en fait il faut lutter, du coup il faut agir, mais en fait prendre du repos, se retirer, c'est un acte. C'est une action de préservation. C'est un investissement que tu fais sur le temps. C'est aussi une manière de reconnaître aussi notre humanité. C'est une manière aussi de ne pas répondre, de ne pas répondre à des violences seulement en réaction à.
c'est aussi en fait s'autoriser à exister en dehors aussi de cette lutte et de ces violences-là. Donc, je pense aussi qu'il y a vraiment un truc qu'on ne se donne pas quand on ne se pose pas la question de ok, aujourd'hui, si je me repose et que je ne fais rien qui soit dans la production, qui soit qualitatif, qui soit voilà, peu importe, qui soit juste pour moi, à quoi ça ressemble? Parce que ça peut être du repos, ça peut être du plaisir aussi, ça peut être faire un truc qu'on fait gratuitement pour soi, qui sert à rien. Complètement, ça peut être. J'ai été très marquée en fait par l'essai de Jenny Odell, donc une autrice américaine qui a écrit. Alors j'ai oublié le nom en français. Pour une résistance oisive. C'est ça, pour une résistance oisive, qui justement est. Donc tu vois même la traduction des titres français. Je suis désolée pour les éditeurs, mais le titre en anglais c'est Comment ne rien faire. Et je trouve que c'est vraiment parlant en fait de se dire mais en fait, et donc elle t'explique justement dans cet essai-là que c'est un privilège de juste sortir un jour de semaine en plein après-midi, de t'asseoir sur un banc et de décider de ne rien faire. C'est un privilège, mais est-ce que c'est pas aussi un acte de résistance de se dire je me retire et j'arrache en fait ce malgré toutes les conséquences qui peuvent en découler, j'arrache le repos, je prends cet espace, je me choisis finalement par cet acte-là. Il y a une conversation très récente entre la poétesse Kiemis et la militante Fania Noël sur la plateforme de Mediapart dans une émission qui s'appelle Rends la joie, qui parle aussi un petit peu de ça, chérir les temps non productifs. Elle a vraiment, là on est en 2024, elle a vraiment quelques jours, donc comme tu dis, ça fait très très peu de temps qu'on voit des contenus apparaître sur ces questions. Tu le disais tout à l'heure, mais je voudrais juste y revenir un moment. La charge raciale, elle existe même dans le repos, puisque ce que tu me racontais quand on préparait cet entretien, c'est que même quand tu choisis tes vacances, en fait, tu peux pas aller n'importe où, parce que si c'est pour aller revivre du racisme au soleil, c'est pas... Ouais, parce que... et je sais qu'il y a des personnes afrodescendantes qui seront pas d'accord avec moi et qui vont dire, mais on a le droit d'aller dans des pays où on n'est pas les bienvenus. Mais si je veux vraiment me reposer, je vais faire en sorte de choisir une destination où justement je n'ai pas cette charge-là. Et c'est des... Donc à chaque fois, ce sont des... De la même manière que l'on parle de micro-agressions, c'est des micro-actions qui sont permanentes pour nous préserver. Donc j'aimerais avoir cette insouciance totale de me dire je prends un billet n'importe où je vais à la gare et j'accepte le premier billet sur lequel je tombe et j'y vais, mais à quel coût en fait. Voilà. Donc en fait on doit penser notre repos et du coup je pense que c'est aussi pour ça que je parle de rigueur. Il y a une discipline en fait à savoir de quoi j'ai besoin et qu'est-ce qui me fait du bien. Donc vraiment de quoi j'ai besoin parce que je veux, de quoi j'ai besoin dans une société raciste pour tenir. Et au-delà du plaisir, du repos et du militantisme, je voudrais qu'on parle un peu de thérapie. C'est l'une des solutions qu'on nous propose dans cette société pour aller mieux. Et je voulais savoir si d'après vous il y avait des obstacles, et notamment parce qu'on sait que la thérapie, Estelle, je crois que c'est un sujet que tu connais bien, a une histoire raciste en réalité. Alors oui, la psychiatrie, la psychologie ont des racines racistes. Je vous renvoie à un article super de Monica Williams, qui est une docteure psychologue clinicienne qui travaille beaucoup sur la question du traumatisme racial. Mais je vais vous donner un exemple. Dans le sud esclavagiste des États-Unis, il y avait un docteur qui s'appelait Samuel L. Cartwright et qui était un fervent suprémaciste blanc et qui avait découvert une nouvelle maladie mentale qui touchait les personnes esclavagisées qui voulaient s'enfuir. Il a appelé ça la drapénomanie. Donc, c'était une maladie qui expliquait pourquoi il y avait une envie irrépressible de liberté chez les personnes esclavagisées. Et comme traitement, il préconisait, désolé, ça va être un peu violent, l'amputation des orteils, des membres pour empêcher les personnes esclavagisées de s'enfuir. Alors là, on est sur une maladie qui a été bien reprise dans des textes médicaux de l'époque. Donc, on est sur une maladie qui a été institutionnalisée dans le domaine médical. Et en fait, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'en fait, cette maladie, on retrouve encore des formes modernes en fait de cette idée de drapénomanie à travers le gaslighting racial. Le gaslighting racial, c'est quoi ? En fait, ce sont toutes les invalidations, micro ou macro, qu'on va faire aux personnes racisées qui essayent de résister à l'oppression suprémaciste blanche. Donc, on va invalider, par exemple, le fait qu'elles constatent qu'il y a du racisme. On va leur dire « Oh, mais tu exagères, vous faites trop les victimes, vous êtes trop sensible, je pense que tu vois le problème là où il n'y est pas. » Tu devrais aller consulter un professionnel de la santé, etc. En fait, c'est toutes les mécaniques qui sont faites pour invalider en fait l'émancipation, le besoin de droit et de liberté des personnes racisées, qu'on retrouve en fait et qui pour moi est la forme moderne de ce que Samuel Cartwright avait institutionnalisé avant. Donc en fait,
en tant que personne noire ou racisée et vouloir aller chez un psychologue qui n'a pas eu de formation sur les questions de stéréotypes, sur les questions d'impact des discriminations systémiques sur la santé mentale, c'est le parcours du combattant. Moi, je vous avoue, j'ai essayé, là ça fait un petit temps, ça va faire 2 ans que j'ai abandonné, parce qu'à chaque fois que j'allais voir une nouvelle praticienne, même si elle était par exemple spécialisée sur les questions de genre, etc., je passais toujours une séance ou 2 à lui expliquer c'était quoi le racisme, pourquoi ça impactait ma santé mentale, pourquoi j'avais besoin d'un espace pour quelqu'un qui puisse savoir comment soigner cette forme-là de traumatisme, parce qu'on parle d'un traumatisme qui est tout le temps activé, qui est tout le temps présent, donc c'est pas comme les autres thérapies de stress post-traumatique, on peut désensibiliser une personne par rapport à un événement. Là, le racisme est tout le temps là. Dès que j'allume ma télé, il est là. Même si je me soigne sur ce traumatisme-là bien précis, c'est pas dit que demain le racisme va pas me tomber dessus. Donc, comment on fait ? Donc, il y a une vraie nécessité à ce que le domaine de la psychologie prenne à cœur en fait ces questions de santé mentale, qu'elle décide vraiment d'y accorder du temps, d'y accorder des cours pour que les praticiennes soient habilités, du moins, à entendre l'existence de ces types de traumatismes. Mais pour l'entendre, ça aussi implique qu'ils puissent se situer et qu'ils prennent en fait du coup l'importance aussi d'être conscient que les repères que l'on a, ils sont occidentaux. Et je me rappelle d'un article que j'avais écrit justement sur mon blog sur le fait que la manière dont une personne étrangère va exprimer sa dépression, ça ne rentrera pas dans les codes du discours attendu. Même la manière de le décrire ou de le sentir, peut-être que ça va être physiquement très différent de la représentation du coup que l'on a de certains mots. Et ça, en fait, si on ne se situe pas en tant que praticien ou même en tant que soignant, on ne peut pas en fait initier ce travail justement comme le décrit très bien Estelle. Se situer sur le plan racial, sur le plan culturel, sur le plan du genre, etc., même de la classe sociale. Et on voit de plus en plus de ressources de psy accompagnantes qui seraient normalement des personnes safe, des personnes formées à ces questions qui circulent sur certains sites militants ou de soins. Je pense par exemple au site de Jessica Galland, byhappiness-therapy.com. Mais ça reste encore relativement artisanal, un peu... voilà, faut-il savoir où les trouver. Toi, Estelle, tu rêves de généraliser un peu le travail de Monica T. Williams, il me semble, qui vient de l'Université d'Ottawa et qui œuvre à la formation de psychologues cliniciennes formés sur les questions du trauma racial et qui a même ouvert un centre de gestion du trauma racial dans lequel on peut avoir accès à un praticien ou à une praticienne qui subit la même forme de racisme que soi. Est-ce que tu penses qu'un jour on pourra avoir en Europe, par exemple en France, en Belgique, de tels centres en fait qui prendraient au sérieux enfin la question du trauma racial et d'autres questions d'ailleurs? Si on leur posait la question, je pense qu'ils diraient non, mais on va rien lâcher, on va pousser parce qu'on en a besoin, parce que là, je le dis en souriant comme ça, vu le contexte actuel, je pense que ça va être un peu compliqué. Faudrait qu'il y ait des personnes qui aient les ressources ou qui aient des plans de subsides de l'Union européenne pour permettre l'ouverture de ce type de centre. Mais en fait, c'est nécessaire et je me dis, si on voit que ça commence à émerger dans des États qui sont particulièrement racistes aussi, comme les États-Unis, je me dis, il y a de l'espoir pour qu'on avance ici. Mais là, je pense que la clinique s'appelle la clinique du bien-être comportemental, elle est aux États-Unis et je pense que c'est une clinique privée. Donc si on veut attendre des services publics d'ouvrir ce type de clinique, je pense que ça risque de prendre du temps vu les crispations qu'il y a, à part, comme j'ai dit, s'il y a un budget qui se débloque au niveau de l'Union européenne, etc. Mais du coup, ce qui est vraiment génial dans la clinique de Monica Williams, c'est qu'elle a vraiment tout un espace consacré à la gestion du traumatisme racial. Et elle donne des consultations qui sont gratuites. C'est-à-dire que les personnes réfugiées qui arrivent avec des traumatismes sont prises en charge par des personnes qui sont habilitées à prendre en charge ce type de personnes. C'est-à-dire, si vous êtes une personne asio-descendante, vous allez aller dans ce centre pour parler du traumatisme racial, vous aurez un praticien qui sera également asio-descendant. Également qui prenne en compte les questions d'intersectionnalité. Parce que les personnes racisées, on vit avec beaucoup de pression, on va dire ça comme ça. Donc, le fait d'être une femme, d'être par exemple musulmane, etc., elle prend vraiment ça à cœur dans son centre. Et aussi, ce que Monica Williams fait pour l'instant, c'est qu'elle est en train de travailler sur le microdosage de drogues psychédéliques comme gestion du traumatisme. Et ça commence à faire ses preuves. Et ce qui est vraiment super, si vous vous intéressez vraiment aux questions de psychologie, etc., elle partage super facilement toutes ses recherches sur la plateforme ResearchGate. Si vous savez lire l'anglais, elle est vraiment prolifique. Elle travaille vraiment énormément. Il y a plein d'accès libres. Donc, je vous invite vraiment à découvrir Monica Williams parce que elle nous fait vraiment beaucoup avancer sur la question du traumatisme racial. Et j'espère vraiment que son travail va pouvoir rayonner partout. Mais il y a aussi en France le collectif des psy noirs aussi qui propose des permanences gratuite aussi, je crois, de consultation. Mais effectivement, comme tu dis, le problème, c'est que c'est quand même des cercles associatifs, souvent en plus centrés dans la capitale. Donc oui, comme tu dis, c'est un problème de santé publique.
Laura, je t'ai demandé là tout de suite comme ça si tu avais un truc à dire, une solution, un conseil pour aller un tout petit peu mieux, là pour se sortir un petit peu d'un moment de souffrance. Qu'est-ce que tu ferais? Et tu m'as répondu se réunir, organiser une fête, manger entre personnes concernées, être ensemble. Finalement, là on parle un peu de non-mixité et en même temps c'est drôle parce que dans le monde de la psy, on a un autre terme pour parler de ça, c'est la pérédance en fait, c'est-à-dire le fait d'être avec des gens qui vivent les mêmes douleurs que soi, simplement parce que ça permet de se réparer, de se donner des conseils, mais juste aussi d'aller bien ensemble ou de voilà. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Est-ce que en quoi faire groupe, c'est une façon d'aller mieux? Justement, parce que quand on est dans une société qui invalide en fait les violences que l'on subit, on va avoir tendance à ne plus en parler. Donc déjà choisir le silence, on va peut-être aussi s'isoler et donc en fait être face à des personnes à qui on n'a pas justement cette charge explicative, comme on en parlait avec Estelle, le fait d'expliquer ce que l'on vit, de ce que c'est le racisme. En fait non, j'ai la possibilité de dire ce qui me traverse, de me dire ma douleur, d'être entendu, d'être vu. Ça, c'est des espaces en fait qui permettent aussi de tenir sur le long terme. Et puis ensuite, comme je disais, choisir la joie aussi. Choisir en fait des actions du quotidien qui ne sont pas sous un regard extérieur ou un regard blanc justement sur nos vies ou sur nos corps et choisir en fait finalement des moments privilégiés pour reprendre notre souffle aussi. Est-ce que ça participe de ce qu'on pourrait appeler du soin communautaire, Estelle? Alors oui, moi j'ai eu un shift par rapport aux solutions parce que je donne souvent des conférences sur la question du traumatisme racial et arrivé aux solutions, je préconisais beaucoup le self-care. Et en fait, ça sonnait toujours un peu faux pour moi parce que c'est encore une dynamique individuelle pour un problème qui est systémique. Alors du coup, pour moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et là, ça fait quelques semaines que je travaille sur la question du community care, du community healing. Et en fait, c'est le fait entre personnes opprimées par les mêmes entraves, qui partagent une histoire commune, une culture commune, c'est de se retrouver pour faire du soin communautaire par des activités qui facilitent la connexion, la justice sociale et l'accès à la mémoire. Valider, honorer la mémoire de nos ancêtres, honorer notre histoire. Et en fait, ça a été prouvé que quand des actions communautaires se mettent comme ça en place dans des communautés qui ont été vraiment impactées par l'esclavage, la ségrégation, le colonialisme, en fait, le fait de se partager nos histoires communes, d'en faire un projet commun, c'était connecté avec des bons impacts sur la santé mentale. Je vais par exemple citer un exemple assez récent. Des femmes africaines-américaines ont fondé un collectif qui s'appelle Girl Trek. En gros, c'est quoi? Girl Trek, en fait, c'est un mouvement national aux États-Unis pour faire en sorte que les femmes africaines-américaines se mettent à marcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cortisol a un impact sur, comme je vous ai dit, sur les problèmes cardiaques, aussi sur les problèmes de surpoids qui sont liés à beaucoup de comorbidités qui font que les femmes africaines-américaines ont une espérance de vie moindre comparée à d'autres populations aux États-Unis. Et du coup, elle lie ces problèmes de santé-là au traumatisme racial. Et du coup, leur solution pour pallier à ce traumatisme racial, c'est de faire en sorte que les femmes africaines-américaines qui ont souvent plusieurs boulots, qui ont la charge de la maison, des enfants, etc., puissent se prendre au moins 30 minutes par jour pour marcher. Et en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles marchent ensemble et elles organisent souvent ces marches avec des figures, par exemple des mamans de victimes de violences policières, etc., qui trouvent une forme de résilience par la marche collective et ça permet de mettre également le corps en action mais aussi de dénouer en fait ces discussions traumatiques auprès de femmes qui partagent des expériences communes et c'est une des plus grandes initiatives qui a été mise en place dans tous les États-Unis. Elles ont prouvé qu'il y avait déjà moins de signes de dépression chez les femmes qui participaient. Mais ça me rappelle aussi, peut-être que tu l'as du coup étudié aussi, le dispositif de Tricia Hersey sur The Nap Ministry, donc le ministère de la sieste, où en fait, du coup, elle réserve des gymnases entiers où elle invite des personnes noires à venir juste s'allonger sur des matelas et dormir. Et elle expliquait qu'en fait, au début, il y avait beaucoup de personnes noires qui se moquaient en fait de ce qu'elle proposait, de ces espaces-là, parce que pour eux, c'est les renvoyer à ce cliché de justement la fainéantise, donc le cliché colonial, la fainéantise des personnes noires qui seraient inhérentes à leur personne et à leur race, etc. Et en fait, elle décrivait qu'il y a beaucoup de personnes, finalement, une fois qu'elles viennent et qu'elles se posent, la première chose qu'elles font, c'est pas forcément dormir, elles commencent parfois à pleurer.
Parce que justement, elle se décharge de cette charge raciale dans un espace privilégié, en non-mixité, et ensuite, elle s'endorme. Et c'était très intéressant de lire les commentaires aussi des personnes qui participaient, parce que parfois, ils disaient que c'est au bout de la deuxième fois où ils s'y rendaient qu'ils finissaient par dormir. Donc en fait, même le fait, encore une fois, d'avoir un espace privilégié et de se dire je vais prendre cette heure ou cet après-midi pour ne rien faire et peut-être dormir et peut-être le repos, Tricia Hersey expliquait qu'il y avait un travail en fait à faire pour renouer justement la vision d'un soin communautaire qui est cette forme-là, en fait, où tu ne fais rien. Alors sur la question si la question du soin communautaire vous intéresse, chers auditeurs, je vous renverrai aussi en France au travail de Selma Serdouk. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. On va faire une toute petite pause et on se retrouve dans un instant. Dans cet épisode d'Encore Heureux avec Estelle Depris et Lorraine Safou, on parle de racisme et de santé mentale. Et pour continuer, je voudrais qu'on parle des enfants. Laura, tu es maman depuis quelques années. Comment est-ce que ça s'est passé, le processus de décision ? Tu t'es dit, voilà, je vais avoir un enfant, voilà, pour des choix qui t'appartiennent. Et en même temps, ce monde, c'est ce monde, qu'est-ce que je fais ? Comment t'as décidé ? Alors, comme tu l'as dit, c'était très personnel. Et j'insiste sur ça parce que je pense que chacun a son cheminement qui l'amène à faire ce choix ou non. Mais je pense que déjà, la première étape, et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est toutes les ressources féministes et afroféministes sur le non-désir d'enfant. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même dans une société nataliste qui va dire que parce que vous êtes une personne avec un utérus, vous devez avoir des enfants. Le réarmement démographique. Voilà, petite dédicace. Donc du coup, il y a avoir un espace en fait où j'avais la possibilité de penser ce choix-là. Ça a été déjà un premier espace de réflexion pour moi. Puis ensuite m'interroger sur, en fait, à partir de là, réfléchir sur les ressources, sur mes envies, sur ce que j'y voyais, sur ce que je projetais aussi dans ce désir d'enfant-là ou pas. Avec qui aussi, parce que la question du partenaire aussi, mais de la famille choisie et aussi de la famille de sang. Donc, j'ai vraiment aussi questionné la communauté. Et en fait, par rapport à cette société raciste-là, ça, c'est vraiment moi. Mais comme le disait Estelle, j'avais vraiment une réflexion par rapport à notre communauté d'un point de vue ancestral aussi. C'est-à-dire, c'est pas pour glamoriser la résilience ou la résistance, mais on est issus de peuples qui ont lutté pour exister, qui ont lutté pour avoir des enfants aussi, quand ils avaient le choix, et quand ce n'était pas une logique esclavagiste de reproduction. Et donc, c'est quelque chose qui m'a contribué à mon choix, ou en tout cas à ma réflexion. Il y a de nombreux autoristes qui parlent de comment est-ce qu'on vole l'insouciance des enfants racisés dans les pays blancs. Fatima Ouassak en parle par exemple. Est-ce qu'il y a une façon justement de protéger son enfant de ça, en fait, de lui laisser son insouciance le plus longtemps possible ou pas ? Alors moi je n'ai pas d'enfant, mais j'ai fait une recherche sur le traumatisme racial. Il y a une de mes répondantes qui m'a partagé un témoignage parce qu'elle vivait avant au Togo. Quand elle arrivait en Belgique, son père a voulu la protéger du racisme en lui faisant la conversation qu'on appelle The Talk aux États-Unis, où des parents africains-américains se retrouvent quand leurs enfants ont parfois 6, 8, 10, 11, 12 ans pour les préparer à la réalité du racisme systémique. Si un blanc te parle comme ça, réagis comme ça. Si tu te fais arrêter par la police, eh bien, ça comme réflexe. Sauf qu'en fait, ça peut être extrêmement traumatique, autant pour le parent qui se voit dans l'obligation d'amputer l'innocence de son enfant, ou que ce soit pour l'enfant qui est face à des réflexions qui sont bien trop complexes pour un jeune enfant de cet âge-là. Et donc, ça a une charge traumatique. Alors, comme solution, parce qu'il y a des experts, évidemment, qui se sont reposés sur cette question de comment protéger les enfants du racisme tout en les informant. En fait, il a été dit que ça fonctionnait bien quand on valorisait un maximum l'identité des enfants. Donc là, on repart sur avoir accès à la mémoire, avoir accès à l'histoire, de la façon dont on va en parler, dont ça va être mis en valeur. Ça va faire rempart à la violence raciste. Maintenant, est-ce que c'est une solution à long terme ? Moi, je ne suis pas maman, donc je ne pourrais pas dire. C'est bien, je me sens un peu validée, du coup, vu son étude.
Non, mais en fait, ça me parle beaucoup parce que dans cette valorisation et justement ce rapport à la transmission, il y a aussi le fait de parler à nos enfants de nos communautés en dehors, en fait, d'un prisme ou d'un imaginaire colonial. C'est-à-dire que ce soit mon enfant, je lui parle d'où ses grands-parents viennent, d'où je viens, d'où son père vient, etc. Je lui parle de la communauté quand elle n'est pas décrite par rapport à la blanchité. Et du coup, en fait, le fait... et ça ne veut pas du coup forcément dire parler de la couleur de peau, ça veut juste rappeler et valoriser et renforcer en fait l'enfant en tant qu'individu. Et après, je pense qu'il y a beaucoup de parents afrodescendants qui se préparent. C'est-à-dire que quand j'ai souvent des retours de parents afrodescendants qui me disent on a comme 1 million de papillons noirs dans notre tiroir pour le jour où notre enfant sera renvoyé au fait qu'il est noir et que c'est négatif, ou à ses cheveux, des choses comme ça, etc. Donc je trouve ça intéressant parce que, comme le souligne Estelle, c'est plus les parents qui cherchent à se rassurer aussi, et donc ça préserve aussi l'insouciance de l'enfant. Et dans une société justement qui ne laisse pas les enfants racisés être des enfants, je crois vraiment en fait à la nécessité de l'insouciance. Donc ça veut pas dire ignorer ce qu'il y a autour, mais ça veut bien dire aussi que la conversation, donc de talk, que notre génération, parce que je pense aussi qu'il y a un shift intergénérationnel. La conversation, on la garde pour plus tard, on essaie de la retarder le plus possible, et on s'adapte aussi selon le contexte, parce que, comme on disait, le racisme ne s'annonce pas. Est-ce que toi, la littérature jeunesse, le fait que tu écrives pour des jeunes, enfin pour des enfants, mais aussi pour des jeunes adultes, est-ce que ça participe de cette envie de remettre de l'insouciance, de la beauté, des imaginaires chouettes aussi ? Complètement. Et je pense aussi de sortir, comme je le disais, de ne pas tomber dans quelque chose qui serait une réponse à un système raciste, une réponse à la blanchité, à un imaginaire colonial, etc., etc. Pour Nos jours brûlés, il y a beaucoup qui est une dystopie qui se passe principalement sur le continent africain, mais où on va suivre des personnages autant au Brésil, dans la Caraïbe, etc. Donc avec vraiment une revendication afro-diasporique. Il y a beaucoup de gens de lecteurs et de lectrices qui m'ont dit, mais en fait, la question de l'Europe ou de l'Occident n'est pas présente dans ton imaginaire. Et c'est waouh. Et c'est pour eux, c'était une expérience vraiment différente. Et il y avait vraiment ce truc de pas que ça leur manquait nécessairement, mais de voir autre chose et de voir à quoi ça ressemble en fait un imaginaire où justement on n'est pas dans un ethnocentrisme où tous les drames ou toutes les dystopies se passent quelque part à New York. Donc je pense aussi que nous permettre d'avoir des imaginaires pour nous rêver, c'est aussi nous rendre en fait aussi notre individualité, mais aussi nous explorer. Et une expérience aussi qui m'a pas mal marqué, c'est dans le cadre d'un atelier d'écriture que je donne souvent, qui s'appelle De quelle couleur est ta peau noire, où je demande en fait à des participants, donc c'est parfois en non-mixité, pas toujours, mais quand c'est en non-mixité, donc je demande aux participants afrodescendants de décrire 2 portraits de personnes noires sans utiliser le mot noir, marron, sombre, foncé, et tout le vocabulaire plus colonial, donc ébène, chocolat, etc., café au lait. Et en fait, ils sont perdus. Pendant 20 minutes, ils regardent leurs feuilles blanches, ils regardent leur stylo, et ça prend au moins bien 20 ou 30 minutes avant qu'ils s'autorisent et qu'ils comprennent en fait qu'il y a des choses à créer. Et en fait, avoir des espaces comme ça où on crée nos propres narrations, c'est aussi reprendre de pouvoir. Alors avec le temps qui nous reste, j'aimerais qu'on parle des personnes blanches et du rôle qu'elles peuvent jouer sur ces questions-là. En fait, d'ailleurs, est-ce qu'elles ont un rôle à jouer finalement ? Alors, quand je parlais de l'explication pour mon livre en disant qu'il fallait qu'il y ait un outil pour les personnes blanches, je l'ai fait aussi, et la page Instagram est faite aussi. Je pense que c'est important que je le dise, pour réduire la charge raciale des personnes racisées qui gravitent dans l'entourage des aspirants alliés. Parce que souvent, en fait, les aspirants alliés, quand ils commencent à se déconstruire, c'est comme si tout un charme se rompait. Il y a plein d'informations qui sont évidemment terribles, mais également passionnantes à aller creuser. Et souvent, le réflexe que les aspirants alliés ont, c'est d'aller chercher des explications auprès de leur entourage racisé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est plus facile d'accès pour eux. Parce qu'ils savent aussi qu'aborder les questions raciales auprès de leur famille un peu plus conservatrice ou, disons-le clairement, raciste, ils vont pas avoir la même écoute, la même entente, et qu'il y aura une bataille pour essayer d'imposer ces conversations. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que les aspirants alliés font un white-splaining d'alliés. Donc, le white-splaining, c'est le fait d'imposer
ou de couper la parole aux personnes racisées, par exemple imposer des conversations sur le racisme. J'ai expliqué un exemple simple. Ce week-end, j'étais à un événement sur les questions de racisme auquel j'étais invitée, et je croise une jeune fille une femme, pardon, excusez-moi, qui était avec moi lors d'un événement où j'avais subi une violence policière. Et elle me raconte des détails que j'avais oubliés. Par exemple, des insultes à caractère raciste que j'avais oublié suite à l'événement. En fait, en voulant bien faire, cette personne m'a imposé de revivre un événement traumatique que je n'avais pas besoin de revivre. J'étais dans un moment de célébration. Dans un moment de célébration où il y avait beaucoup de personnes qui partageaient des histoires communes avec la mienne, où le racisme n'était pas le sujet, on va dire, directement de la conversation. C'était un moment de célébration, quoi. Et d'avoir cette personne qui rentre dans mon espace avec toutes les bonnes volontés du monde pour me prouver qu'elle, en fait, c'était une bonne alliée, qu'elle avait vu, en fait, la situation raciste, que c'était problématique, qu'elle s'en souvient et que ça lui avait fait de la peine pour elle et pour moi. En fait, du coup, ça m'a forcé à me replonger dans cet événement traumatique. Donc, ce que je dirais aux personnes blanches qui veulent adresser les questions de santé mentale par rapport au racisme, en fait, que ça soit par rapport à n'importe quel sujet qui touche à la blanchité, au racisme, parlez-en avec vos amis blancs. Parlez-en avec votre famille blanche. Nous, on fait du soin communautaire depuis plus de 500 ans. Si la suprématie blanche a réussi à survivre jusqu'aujourd'hui, nous aussi, nous sommes encore là, nous sommes encore vivants. Et donc, le soin communautaire, on sait le faire entre nous. Par contre, ce que nous avons besoin, c'est que que ça soit au niveau institutionnel, au moment où vos privilèges ont un sens, au moment où on sait que votre parole, que votre voix est plus entendue que la nôtre, où vous pouvez vraiment amplifier le travail que nous portons à des endroits où nous n'avons pas accès, c'est là que vous devez agir. Venir nous parler de ce que vous avez découvert sur les violences policières, venir demander notre avis quand vous avez réagi en allant rapporter un de vos collègues racistes à la RH, ça va pas faire en sorte que nous allons nous sentir mieux. Faut vraiment, en fait, même les aspirants alliés, ils sont encore dans cette binarité morale par rapport à l'antiracisme. J'ai montré que je suis pas comme tous ces autres blancs racistes, ces mauvais blancs racistes. Moi, je fais le taf, regardez, machin. Donc en fait, même si ça part d'une bonne intention, le racisme, c'est pas une question d'intention, c'est une question d'impact. Donc même avec les meilleures intentions du monde, essayez de prendre tout le savoir qu'on vous apporte, tout le savoir qu'on vous a transmis pour amener des conversations là où nous n'avons pas accès et là où vous pouvez briser la solidarité blanche et créer de vrais changements à l'intérieur même du système. Comme je dis, les personnes blanches, vous êtes au cœur du réacteur. C'est là que vous devez agir quand ça touche à l'institutionnel, quand ça touche à vos familles et quand il y a vraiment besoin d'avoir une voix collective qui dénonce les violences policières, par exemple. Ok, mais ne faites pas peser cette charge raciale, cette gentille charge raciale qui a l'air de rien sur le poids des personnes racisées de votre entourage. Je crois que ça, c'est vraiment primordial. Je crois que ce que tu viens de décrire, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'oncle raciste sur Twitter. C'est le truc de dire « Ah, mais mon oncle raciste a raconté ça à Noël », on veut pas savoir, en fait. Vraiment, juste aller parler justement à votre oncle raciste, aller lui dire que c'est raciste, etc. Aller gérer, en fait, ça, mais on n'a pas besoin... Il y a assez de racisme, en fait, autour de nous pour qu'on sache... Vraiment, c'est pas... Il y a une chose aussi, c'est que les racistes n'innovent jamais. Donc, en fait, il y a vraiment une grande chance qu'on connaisse déjà, en fait, ces violences. Voilà. Donc, je pense que Estelle l'a déjà très bien dit. Et aussi... allez vous former, en fait. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais à Estelle juste avant cette émission-là, le fait que ce soit Estelle qui fasse un essai sur la blanchité, ça veut dire quelque chose. Le fait qu'il y ait, et c'est pas la seule, il y a beaucoup d'universitaires afro-américains ou afro-américaines qui ont travaillé sur la blanchité. Et moi, à chaque fois, je me dis, mais la charge raciale que ça demande d'expliquer, en fait, dans un système raciste, ce que l'on subit et le système dont vous bénéficiez, maintenant que les livres sont là, en fait, il serait temps aussi de les lire. Et de pas découvrir en fait chaque année, parce qu'on a toujours le droit à ce reportage à la rentrée sur il y a du racisme en France ou en Belgique, en fait il y a discrimination à l'embauche. En fait, à quel moment on arrête ça et en fait à quel moment on dépasse ça? C'est vous qui pouvez faire en sorte qu'on dépasse ça. C'est vous qui durant les manifestations de violence policière pouvez être au premier rang, parce que peut-être même si notre police est de plus en plus, enfin ne regarde plus la couleur de peau en ce moment, c'est vous qui pouvez faire en fait barrage aussi. Donc questionner sa blanchité, c'est aussi savoir comment se situer et savoir réellement comment en fait vous pouvez aider les personnes victimes de racisme. Pour terminer, j'aimerais bien me tourner vers la salle. Est-ce que vous avez des questions pour nos invités, des choses à dire, des remarques ? Moi, j'avais une petite question. C'était de savoir comment nos combats pouvaient être impactants face justement à l'agenda politique et à l'agenda individuel ou à l'agenda capitaliste. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça, en fait, quand je vois les infos. C'est vraiment des personnes qui veulent y arriver,
au niveau de politique, au niveau, même au niveau des infos, des médias et tout ça. Donc, comment on fait ? Mon avis sera forcément influencé aussi par mon expérience. Je crois vraiment justement aux organisations et aux associations militantes en fait qui sont sur le terrain. Je pense aussi qu'on a, avec vous citiez les infos, on a un miroir déformant. Avec les infos. Je pense que le meilleur exemple, c'est George Floyd. George Floyd, on a appris l'info par les réseaux sociaux, par Twitter à l'époque. Donc, il y a aussi ne pas céder, et je sais que c'est très dur, parce qu'on assiste justement à une propagande médiatique, mais ne pas céder justement à cette impression que les organisations sont absentes, les organisations ne sont pas en lutte. Elles le sont sur le terrain, elles ne vont pas être relayées, et c'est aussi pour ça que même en termes d'actes citoyens, beaucoup d'associations en fait rappellent, ou même d'organisations rappellent que au lieu de relayer l'article sur l'extrême droite ou de raciste, etc., relayer les actions en fait des personnes qui sont en lutte contre ça. Et on a encore beaucoup de mal à faire ça, à avoir cet automatisme. C'est normal, c'est le but. L'extrême droite va appuyer précisément là où ça fait mal pour qu'on puisse réagir et qu'on critique. Mais en fait, du coup, pendant ce temps-là, les organisations en lutte qui ont besoin de soutien, qui ont besoin qui ont des cagnottes, qui sont là en fait, ne bénéficient pas de cette visibilité que l'on va juste braquer sur ces systèmes, sur ces violences-là en fait. Donc je pense que les organisations sont là. Après, il y a clairement, il faut le dire, là je parle pour la France parce que peut-être que Estelle pourra parler aussi du cas de la Belgique, mais on a un tissu associatif et un tissu d'organisation qui est extrêmement attaqué. Je veux dire, même la baisse des subventions destinées aux associations, même la criminalisation de ces associations-là, c'est dur. Donc, allez dans des collectifs, allez dans des organisations, faites vos propres chaînes d'infos sur YouTube, faites des Twitch, bref, tout ce qui peut justement contrebalancer en fait cette couverture médiatique et ce miroir grossissant. Alors, moi, pour répondre, ce week-end, j'ai fait un atelier sur le community care. Donc, j'ai proposé, c'était en non-mixité, j'ai proposé à mes intervenants d'imaginer qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place eux-mêmes comme association communautaire autour du soin, etc. Et en fait, ils avaient énormément de chouettes idées. Par exemple, il y avait un groupe qui avait proposé de créer une agence de voyage pour nos mamans, où on leur organise tous leurs voyages, elles ont que des massages, etc. Elles se retrouvent entre elles, il y a des groupes de parole, etc. Donc en fait, ce que je dirais, c'est que pour ne pas être pris justement sous la pression politique, médiatique, etc., essayer de mettre ça, même si c'est difficile, parfois faire des régimes de côté et se dire, nous, avec nos moyens, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour recréer du lien social? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour se protéger entre nous? Je pense que dans le système individualiste dans lequel on a eu tendance à essayer de nous couper de nos racines et du fait que nous, on faisait lien ensemble de façon ancestrale, en fait. Et essayer, pour moi, je pense qu'une des solutions pour faire face au racisme, ne plus avoir peur de ce mot communautaire, parce que la seule communauté qui ne dit pas son nom et qui dérange vraiment personne, entre guillemets, c'est la communauté blanche. Voilà, juste disons-le brièvement. Les Blancs se retrouvent toujours entre eux, que ça soit dans les hautes sphères des entreprises, dans les gouvernements, etc. Et là, ça pose pas de problème. Donc, je pense déjà se réapproprier ce terme de communauté, ne pas avoir peur d'essayer d'en recréer entre nous, comme rempart autrement-racial. Je pense que ça peut être une façon de se redonner de la force et de lutter contre le racisme, sans pour autant avoir spécialement une portée vraiment militante dans le cœur du projet, mais essayer de se retrouver, de refaire société dans la société face au racisme. Je pense que ça peut être une façon de lutter aussi. On va prendre une deuxième et sans doute dernière question. Merci pour votre intervention, c'était super intéressant. Là où je me questionne, donc j'ai le début de la question mais j'ai pas la fin, c'est sur le racisme au sein de communautés racialisées, disons-le. Et je me questionne comment se positionner, justement parce que vous avez beaucoup parlé de la dualité, de la distance entre la blanchité et ce qu'on oppose, le racisme qu'on y oppose. Mais le racisme au sein des communautés racialisées, comment vous pensez qu'il faudrait qu'on se positionne pour pouvoir justement lutter contre? Alors, le racisme internalisé, c'est déjà une forme de traumatisme racial. Donc le fait que des personnes, en raison de notre histoire, en raison de notre culture raciste qui a quand même presque 500 ans, aient intégré les messages racistes, c'est inévitable.
c'est inévitable que des personnes racisées aient des biais racistes. Mais est-ce que ce racisme-là a la capacité de créer un contre-pouvoir ? Je ne pense pas. Par contre, ce qui peut pallier à l'internalisation du racisme, c'est la valorisation de l'identité dès le plus jeune âge, parce que depuis les années 30, avec l'expérience des poupées, où on demandait à des enfants africains-américains de choisir entre deux poupées, une poupée blanche, ça a été démontré que le racisme a un vrai impact sur la perception de soi et l'estime de soi des enfants. Donc je pense que commencer par là, ce serait une bonne idée. Et aussi parler peut-être du racisme internalisé à l'âge adulte, comment il se déploie, qu'est-ce qu'on peut y faire. Mais en fait, tout ça va passer par le soin. Même si c'est entre deux communautés racialisées différemment, je pense que déjà le soin communautaire, aussi apprendre s'éduquer de façon critique par rapport aux questions raciales, ça va permettre aussi aux personnes racisées de pouvoir déconstruire ce racisme internalisé qui est certes très tabou, mais qui est nécessaire si on veut arriver par le soin, parce que le racisme internalisé, c'est une blessure qu'on a en soi et qu'on réouvre en soi-même. Donc c'est vraiment quelque chose de très compliqué à gérer, mais je suis persuadée qu'on arrivera à une forme de libération et ça passera par l'éducation et la valorisation. Ouais, et même en termes d'éducation, il y a, je pense qu'il y a une nécessité, de la même manière qu'on va faire des recherches sur toutes les histoires militantes ou de révolte ou de résistance en fait des communautés noires qui ont été effacées, il y a des solidarités internationales qui ont été faites entre des peuples racialisés justement ou racisés, qui existent mais qu'on ne voit pas. Donc du coup à chaque fois on a un peu cette, on peut citer. Rien que d'en parler, je suis. Mais du coup, quand on parle justement de de la première marche contre le racisme, on l'utilise souvent comme la première image en fait d'une mobilisation entre différentes communautés en lutte. C'est pas la première. Il y a toujours eu en fait des alliances, il y a toujours eu en fait des résistances, même à distance. Et je pense en fait que ça, c'est déjà se rappeler qu'il y a une histoire de lutte commune justement. Je pense aussi que la vulgariser, c'est donc rappeler aussi que tout ne passe pas par par les États-Unis aussi. Je pense aussi que c'est pour ça qu'on a un peu ce regard biaisé et qu'on a l'impression que et qu'on ne voit pas du coup que les récits qui sont produits aujourd'hui, que ce soit les communautés asiatiques sont des communautés modèles, les communautés noires sont ainsi, etc., etc. En fait, on ne voit pas que ce récit est un récit colonial global qui nous concerne tous. Si on ne déconstruit pas ça, on ne peut pas se rencontrer. Si on ne peut pas se rencontrer, donc on ne peut pas même revenir sur les rencontres qui ont eu lieu auparavant. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette nécessité, encore une fois, hein, de se former, d'aller chercher les ressources et puis vraiment aussi d'aller voir aussi les concernés pour confronter aussi les biais que l'on a internalisés. C'est sur ça qu'on conclura. Merci infiniment Estelle Depré et Noura Nsafou d'avoir été là, d'avoir donné du temps pour les auditeuristes d'Encore Heureux. Cher public, chers auditeuristes, je vous donne rendez-vous sur Instagram @EncoreHeureuxPodcast et sur le site de binge.audio pour continuer cette conversation. Je vous partagerai aussi tout un tas de ressources. Merci au public, merci à la Gaîté Lyrique. L'émission a été réalisée par Quentin Bresson et produite par Charlotte Bex.